journal. Femmes chefs coutumières, entre légitimité reconnue et résistance socioculturelle persistante, violence en milieu scolaire, comprendre les causes, conséquences et prévenir les dérives en milieu éducatif, 2 dossiers à suivre dans ce journal. Projecteur sur une femme, Sylvie Elengue, figure marquante dans le secteur des médias, son parcours à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Avant ce retour à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conféré hier samedi avec les députés provinciaux du Kwilu au menu des échanges la situation générale de la province. Guilain Kabaloudi, Tigana Mvemba, Bob Moussoungou ont signé ce reportage. En marge de la 13e session de la conférence de gouverneurs de province à Bandundu-Ville, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce samedi 28 mars 2026 avec les députés provinciaux des Kwilu. Un passage en revue de la situation de la province a été fait. Sur le plan des infrastructures, les élus provinciaux ont plaidé pour le désenclavement de Kwilu tout en privilégiant les routes des dessertes agricoles. Nous avons passé en revue la situation de toute la province par rapport aux infrastructures. Notre plus grand souci, c'est de désenclaver la province tout en privilégiant les routes de desserte agricole. Il en a pris également bonne note. À ces sujets justement, le gouvernement de la République rassure. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics qui accompagne le chef de l'État dans cette itinérance a fait savoir que 14 grands projets d'infrastructures sont en train d'être exécutés dans la province des Kwilu. Au moment où je vous parle, avant la tenue de la conférence, le gouvernement central exécute 14 grands projets dans la province du Kwilu. Un à un, tous les territoires sont concernés. Nous avons ici au niveau de Bandundu-Ville les travaux en cours de modernisation de l'aéroport de Bandundu-Ville. Nous avons les travaux de voirie. Vous avez vu que pour la première fois, il y a les travaux d'asphaltage de la voirie dans la ville de Bandundu-Ville. Nous avons 12 kilomètres et nous allons encore ajouter d'autres kilomètres pour la voirie dans la ville de Bandundu-Ville. Et puis, nous sommes en train de faire les travaux de modernisation du port de Bandundu-Ville. Autre sujet abordé avec les députés provinciaux, c'est la stabilité institutionnelle en province. Le chef de l'État a appelé à une franche collaboration entre le gouvernement provincial et les assemblées provinciales. Et toujours le même samedi, le chef de l'État a convoqué à Bandundu-Ville le comité provincial de sécurité élargie pour lui faire un état de lieu sécuritaire de la province du Kwilu. Le compte rendu est fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Le chef de l'État, le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué cet avant-midi le comité provincial de sécurité élargi sous sa présidence avec tous les responsables des services, les collaborateurs du gouverneur de la province pour qu'on puisse lui présenter l'état des lieux sécuritaires de la province du Kwilu, ce qui a été fait par l'entremise du gouverneur de province, qui a été complété par ses collaborateurs. Cela a permis au président de la République d'avoir un état des lieux complet de la situation sécuritaire de la province. Et ça lui a permis par la suite de donner des instructions claires sur toutes les questions posées par le gouverneur de la province, sur toutes les problématiques sécuritaires de la province. Et permettre aussi à nous les ministres en charge, les ministres nationaux en charge de la problématique sécuritaire, de recevoir aussi de lui des instructions et de prendre des dispositions. Et puis, conformément au communiqué du président du Sénat, du présidium de l'Union sacrée et du secrétariat permanent, la clôture des candidatures au poste de 2e vice-président intervient aujourd'hui. Le sénateur Norbert Basengezi Kantitima a déjà déposé son dossier complet hier samedi 28 mars 2026. Un reportage signé Janine Kalenga, Robert Ndaye.
Le sénateur Norbert Basengezi Katintima a officiellement déposé sa candidature pour le poste du deuxième vice-président du Sénat, laissé vacant après la démission du sénateur Modeste Batilou Kwebo. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la procédure interne de l'Union sacrée de la Nation qui exige que le candidat à ce type de poste stratégique dépose les candidatures auprès du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata-Betoukoumé Soumangu. Nous allons occuper ces postes selon l'article 38 de notre règlement intérieur, pour permettre le contrôle parlementaire. Nous sommes candidats, donc devant la volonté du président qui doit recevoir ces dossiers. Ce poste était du Sud Kivu, et je suis du Sud Kivu, je suis même son président du groupe. Les candidatures seront transmises à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour arbitrage. Bien avant, le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji, à la tête d'une forte délégation des sénateurs et députés, a déposé les mémos de désaveu à l'encontre du sénateur Modeste Batilou Kwebo suite à ses propos contre le projet de changement de la Constitution. Dans ce mémo, déposé auprès du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata-Betoukoumé Soumangu, les parlementaires réaffirment avec force leur loyauté indéfectible à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce samedi 28 mars 2026 marque une journée décisive pour les remplaçants au poste du deuxième vice-président du Sénat, et Norbert Basengezi compte sur son expérience et son réseau politique pour emporter la mise. Nous poursuivons notre série de portraits des femmes qui inspirent en ce mois qui leur est dédié. Ce dimanche, nous vous présentons le portrait du directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elingue, avec Guy Matundu. Il y a des nominations qui marquent une époque. Celle de Sylvie Elingue à la tête de la RTNC en fait partie. Première femme élevée à ce rang par ordonnance présidentielle, elle n'a pas seulement brisé un plafond de verre, elle a ouvert une voie. Derrière cette stature institutionnelle se cache un parcours forgé dans la rigueur et la constance. Issue de la 15e promotion de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI, Sylvie Elingue appartient à cette génération de journalistes façonnés par l'exigence du terrain et la culture du savoir. Doctorante en communication, elle incarne l'alliance rare entre réflexion académique et action stratégique. Très tôt, son sens de l'engagement se révèle. Encore étudiante, elle est choisie parmi ceux qui représentent leur institution aux consultations populaires initiées à l'aube de la démocratisation. Dans cet exercice national d'écoute, elle joue un rôle clé, posant déjà les jalons d'un leadership fondé sur la parole et la responsabilité. Conseillère en communication dans plusieurs ministères, elle a longtemps œuvré dans les organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales. Elle affine ensuite son expertise dans les sphères de décision, une expérience qui la prépare à transformer de l'intérieur la maison RTNC qu'elle connaît pour y avoir effectué ses premiers pas professionnels. À la tête de l'institution, Sylvie Elingue imprime rapidement sa marque. Et à peine 3 ans, elle engage la RTNC sur la voie de la modernité. Numérisation des outils, modernisation des studios radio et télévision, équipement haute définition pour les stations provinciales. Ce matériel a été acquis grâce à l'appui du gouvernement de la République. Une transformation profonde, visible, durable. Mais son combat dépasse les simples murs de la RTNC. En tant que présidente de femmes mandataires des entreprises du portefeuille de l'État, elle porte une ambition plus large, celle d'un leadership féminin assumé, influent et structurant au cœur des institutions publiques. Une responsabilité qui fait d'elle une voix majeure de la promotion des femmes dans les sphères de décision. Et au sein même de la RTNC, cette vision prend corps. Les femmes, longtemps reléguées au second plan, accèdent désormais au poste de direction. Une dynamique inclusive qui redéfinit les équilibres et insuffle une nouvelle énergie. Aujourd'hui, Sylvie Elingue s'attaque à un autre chantier de taille, le social des agents et cadres, un enjeu crucial
pour renforcer la cohésion et redonner toute sa noblesse au service public de l'information. Pionnière, réformatrice et fédératrice, Sylvie Elengue ne se contente pas d'occuper une fonction. Elle incarne un mouvement. À la radio-télévision nationale congolaise comme au sein des entreprises publiques, elle impose une signature, celle d'un leadership féminin qui transforme, élève et inspire. L'actualité de la semaine du président a été dominée dans le Grand Bandundu où il a présidé la 13e conférence des gouverneurs et la 84e réunion du Conseil des ministres, ainsi qu'une table ronde sur le recensement. Un commentaire de Kibambe Somwe. D'une impérieuse nécessité, le deuxième recensement général de la population et de l'habitat doit s'effectuer en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de ce recensement s'est tenue sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Organisée par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, l'initiative intervient 42 ans après le premier recensement général de 1984 et dans un contexte marqué par une progression rapide de la population congolaise, passée de 30 millions à près de 112,8 millions d'habitants à ce jour. Dans ce contexte, continuer à planifier sans données démographiques complètes, fiables et actualisées reviendrait à gouverner sans visibilité et donc à affaiblir la capacité de l'État à répondre avec justesse aux attentes de la population, a notamment souligné le président de la République dans son discours d'ouverture des travaux. C'est une ville de Bandundu en pleine effervescence qui a accueilli le mardi 24 mars le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite d'itinérance dans ses chefs-lieux de la province du Kwilu. Une grande première, Bandundu-ville a été choisie pour la tenue de la 13e conférence des gouverneurs de 26 provinces de la RDC sous le haut patronage du chef de l'État. La transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains, c'est le thème principal de la 13e conférence des gouverneurs de province. Dans son allocution, le président de la République a invité les gouverneurs à formuler des recommandations réalistes pour la transformation du secteur agricole congolais et la stabilité institutionnelle des provinces. Le chef de l'État a aussi appelé les gouverneurs de province et les animateurs des assemblées provinciales à mettre un terme aux tensions politiques qui s'érigent en obstacle au développement de leurs entités. Après avoir ouvert les travaux, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également procédé à la clôture de la 13e conférence des gouverneurs de province le vendredi 27 mars 2026 à Bandundu-ville. Dans son discours, le chef de l'État a souligné l'importance de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et la création des richesses. Le président de la République prône la levée des blocages liés aux infrastructures, aux échanges et à l'énergie pour relancer l'agriculture. Après Bandundu-ville, toutes les forces vives de Kikwit, une autre ville de la province du Kwilu, ont réservé un accueil délirant au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, le chef de l'État a procédé au lancement de la cabine centrale de Kikwit au lendemain de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Le président de la République était accompagné de la première ministre Judith Suminwa et du vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito. La centrale constitue un maillon essentiel dans la distribution du courant électrique qui dessert l'ensemble de la ville de Kikwit, plongée dans les noirs depuis des lustres. Il s'agit d'un projet structurant attendu de longues années par la population du Kikwit. À Kikwit, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a inauguré des infrastructures modernes de la 11e région militaire en lieu et place des modestes bâtiments datant de l'époque coloniale. Les FARDC au Kwilu viennent d'être dotés d'un état-major entièrement équipé des bureaux administratifs flambant neufs, un auditorat militaire et un mess des officiers. Il faudra ajouter à ces réalisations l'hôpital militaire général de référence nouvellement érigé dans le fief du patriarche Antoine
Gizenga. Une infrastructure ultra moderne également inaugurée par le président de la République durant son séjour à Kikwit. Bandundu-Ville aura été durant la semaine la capitale temporaire avec la présence sur place des chefs des institutions de la République. Outre la 13e conférence des gouverneurs de province, le chef-lieu de la province du Kwilu a abrité la 84e réunion ordinaire du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une importante réunion à laquelle ont pris part Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et tous les membres du gouvernement présents au pays. Bandundu-Ville retrouve enfin la lumière après 35 ans, une avancée historique. À Kinshasa, la ministre des Hydrocarbures rassure sur l'approvisionnement en carburant et une vidéo virale impliquant un médecin conduit à une suspension. Ces faits marquants et bien d'autres, dont la semaine en 5 avec Diane Balaka. Cette semaine, l'actualité nationale a été particulièrement riche entre avancées politiques, faits des sociétés marquants et projets porteurs d'espoir, retour sur les temps forts qui ont rythmé la vie du pays. Justice et éthique médicale sous tension, une vidéo choquante montrant le docteur David Balanganaï exerçant des violences sur une patiente après son accouchement a suscité une vive indignation. Suspendu, il fait désormais l'objet d'une procédure disciplinaire. Cette affaire relance les débats sur le respect des patients et l'éthique médicale en RDC. Face aux longues files d'attente et aux rumeurs de pénurie à Kinshasa, la ministre des Hydrocarbures Akasia Bandoubola a rassuré la population. Aucun manque de carburant n'est enregistré. Les autorités évoquent une inquiétude infondée et appellent au calme. Gouvernance et développement local en action. La 13e conférence des gouverneurs s'est poursuivie mercredi dernier 25 mars 2026 à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Les travaux de cette deuxième journée ont été présidés par la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les provinces dans la mise en œuvre des projets structurants. Dans la foulée, Bandundu-Ville a été reconnecté au réseau électrique après 35 ans, une avancée majeure pour les populations locales. Kinshasa en chantier, urbanisme et assainissement. Plusieurs initiatives ont marqué la capitale. Construction de 1000 logements sociaux à Mongafula, opération de libération de voies publiques et relance imminente des travaux anti-érosion dans la commune de Ngaliema. Objectif, moderniser la ville et améliorer le cadre de vie. Enfin, diplomatie et promotion de la femme. Sur le plan international, la RDC poursuit ses efforts dans les processus de paix avec un état de lieu présenté au corps diplomate. Par ailleurs, les réseaux des femmes mandateurs publics a organisé une conférence à Silicon Village, renforçant le dialogue entre femmes leaders et jeunes étudiantes. Elles sont rares, mais bien présentes en RDC. Les femmes chefs coutumières restent largement minoritaires parmi les centaines de chefferies que compte le pays. Entre pesanteur socioculturelle et résistance au changement, leur légitimité continue d'être contestée malgré un cadre légal qui reconnaît leur accession au pouvoir. Une réalité que décrypte Fifi Mukundi, partie à leur rencontre. Dans les villages reculés comme dans les grandes agglomérations, l'autorité coutumière demeure un pilier de la vie sociale en République démocratique du Congo. Longtemps verrouillé par les hommes, ses pouvoirs ancestrales s'ouvrent timidement aux femmes. Les chiffres officiels parlent d'environ 10% des chefferies dirigées par des femmes, une minorité certes, mais révélatrice d'une mutation en cours. Sur les terrains, les femmes chefs coutumières doivent composer avec des pratiques discriminatoires persistantes. Dans certaines régions, leur légitimité est contestée, freinée par des coutumes qui peinent à se réinventer.
La famille régnante a contesté ma désignation. J'ai répondu que papa m'avait choisi en pleine possession de ses facultés et qu'il m'avait laissé son chapeau, symbole de l'autorité, plutôt qu'à mon grand frère. Et puis il m'a dit de rehausser la tête. Un chef ne baisse pas la tête. Moi, j'ai été désignée par la famille régnante après le décès de mon père. Il y a eu de fortes contestations. Pour eux, une femme n'est pas appelée à diriger car c'est du jamais vu. Malgré les contestations, leur trône rayonne à travers les réalisations d'utilité publique. En 15 ans de pouvoir, j'ai réhabilité 63 ponts qui comptent ma chefferie. À cela s'ajoute la construction des bureaux dans chaque groupement ainsi que l'entretien des routes des dessertes agricoles. Pour les filles qui se lancent dans la prostitution, je prends des mesures pour qu'elles retrouvent les chemins de l'école. Il fallait continuer dans l'étude. La loi numéro 15/015 du 25 août 2015 qui définit les statuts de chef coutumier n'exclut pas les femmes. Elle conditionne toutefois leur accession à l'aval des traditions locales. Cette ouverture juridique, encore fragile, fissure peu à peu le monopole masculin et redessine les contours de l'autorité traditionnelle. Pour répondre à ces impératifs, notre ministère a produit la première stratégie du secteur intitulée « La politique nationale de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers », PNPRCC en sigle. D'autres instruments de prévention et de règlement des conflits sont la codification des règles de succession au pouvoir coutumier, l'établissement des arbres généalogiques des familles régnantes, les études monographiques des entités coutumières et la certification des terres des communautés locales. Et dans le cadre des mécanismes de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers, il a aussi été préconisé et institué des commissions consultatives de règlement des conflits communautaires et coutumiers, CCR 3C en sigle. Lors du Forum national des affaires coutumières, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur l'intégration des femmes, des jeunes et des peuples autochtones dans la gouvernance coutumière. Une déclaration qui, au-delà du symbole, traduit une volonté politique d'accompagner la transformation des chefferies. Harcèlement, moquerie, intimidation, humiliation et menaces n'ont pas leur place à l'école. Pourtant, ces violences persistent parfois jusqu'au drame. Pour en comprendre les causes et conséquences, Patrick Achal et Lucie Lavichissenda ont rencontré le neuropsychiatre Mifundu Abraham du CNPP. Suivez ce dossier. De plus en plus, des scènes de violence sont observées dans les milieux scolaires. Il n'est pas rare de voir des bandes d'élèves des écoles différentes s'affronter dans les rues. Tout récemment, ces actes de violence ont occasionné d'importants dégâts humains. C'est le cas de cet élève de 4e année des humanités, poignardé par son condisciple à la suite d'un malentendu sur la cour de récréation. Un neuropsychiatre analyse ce trouble de comportement chez les enfants. Les adolescents violents peuvent le devenir à cause de ce qu'ils sont eux-mêmes. Parfois, ce sont des enfants qui ont connu des difficultés dans leur famille, dans les relations avec les parents, n'ont pas été assez éducatifs. Parfois, certaines victimes n'ont pas été capables de gérer leurs frustrations. Eh bien, quand ils sont à l'école, eh bien, ils sont exposés à ce qui se passe là-bas. Les violences qui se passent à l'école n'est que des symptômes d'un dysfonctionnement, soit au niveau de l'école, soit au niveau de la famille, ou parfois même dans la société. Entre autres causes, l'on cite les effets des réseaux sociaux. Dans la société, de manière générale, les médias ont joué un grand rôle. Quand vous suivez par exemple la télévision, l'Internet actuellement, les actes violents sont fortement valorisés. Oui, dans la publicité des actes violents. Quand vous remarquez même les théâtres, il y a beaucoup d'actes violents qui sont présentés, qui sont mis en exergue. Et le film, quand vous voyez tous ces films qui passent à la télévision, sont des modèles
de violence que les enfants qui sont à un âge où ils doivent copier tout ce qui se passe autour d'eux, où ils peuvent essayer ce qu'ils ont vu à la radio, qu'ils ont entendu parler ou que ce qu'ils ont vu à la télévision. Il faut une véritable prise en charge pour un enfant victime des actes de violence. Avant de parler de la résolution de problèmes qu'il présente, nous procédons d'abord à la compréhension de ces problèmes, à l'analyse de la situation, à évaluer l'enfant. C'est tout un ensemble de stratégies que nous mettons sur pied et qui sont complémentaires. Parfois, ça peut nécessiter de médicaments, parfois pas. Les entretiens vraiment prennent une grande partie de nos interventions. Il faut lui donner à cet enfant de l'espace. Il faut l'écouter, ne pas le juger, surtout quand il est auteur. Et aussi, il faudrait l'aider à ce qu'il développe des compétences pour mener une vie de paix. Ces violences peuvent être évitées. L'école devait être un milieu où il y a la protection, où il y a la sécurité, à travers, par exemple, les règlements scolaires, à travers le développement des codes de bonne conduite. Et ainsi, les enfants ne se soumettent pas à cette discipline. Et au niveau de la famille, vous vous rendrez compte que les parents qui devaient normalement être le modèle sont parfois de parents violents. Et ainsi, les enfants adoptent cette figure, ce modèle de parents violents qu'ils peuvent aussi reproduire dans les relations avec les autres à l'école. N'importe comment, la violence n'a pas sa place à l'école qui devait privilégier des valeurs de paix et de coexistence pacifique. La situation de la femme s'est nettement améliorée dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Dans les villages et particulièrement dans l'Est, la situation est dramatique. La célébration de la journée des droits de la femme est donc à géométrique variable. Il faut adapter les approches pour être efficace. Chronique d'Edi Chala. Le 8 mars, comme tous les ans, l'humanité s'arrête un moment au chevet de la femme pour analyser sa situation, faire un diagnostic rigoureux et proposer une thérapeutique appropriée. En République démocratique du Congo, des avancées ont été enregistrées dans la participation de la gente féminine à la prise des décisions. Au gouvernement, plus de 30% en sont membres et il est dirigé actuellement par une femme. Nombre d'entreprises du portefeuille de l'État sont entre les mains des femmes. Tout ceci, c'est un milieu urbain où les opportunités se présentent et les remesses s'empoignent. En République démocratique du Congo et en cette situation de guerre, parler de l'autonomisation de la femme, de son épanouissement, c'est toucher la plaie au vif. Les voir quasiment en errance jour après jour, meurtrir les âmes sensibles et appelle à la conjonction d'efforts pour éradiquer les guerres qui ont la peau dure dans l'est du pays. Les tireurs des ficelles à Kigali célèbrent aussi la femme en même temps que ses militaires marchent sur les corps des femmes congolaises. Comment pourrait-elle s'autonomiser lorsqu'en période de sémailles, les bruits des bottes les chassent de leurs champs? Sinon, c'est à la récolte que les bombes les envoient sur les routes inconnues afin de chercher refuge. Celles qui font les petits commerces font face à l'insécurité. Les récits sont toujours d'une cruauté sauvage, viol, mutilation, éventration, assassinat ou meurtre. Les plus chanceuses survivent, mais gardent les stigmates desquels il faut guérir. L'estime de soi est ruinée, les regards des autres sont assassins. Ce 8 mars appelle la vérité sur la table. Les forats dans les grands centres, ce n'est pas mal. Il est plus enviable d'aller au chevet de cette femme, séquestrée par les intérêts du Rwanda dans l'Est. L'Est qui pleure, mais résiste quand même. Voilà, nous allons nous séparer avec les femmes volontaires secouristes de la Croix-Rouge qui ont pris part à un atelier de renforcement de capacité durant 2 jours, axé sur plusieurs thématiques, notamment le leadership féminin. Des gestes qui sauvent.
Dans l'urgence d'un accident, chaque seconde compte. Et bien souvent, parmi les premiers visages qui apparaissent pour secourir les victimes figurent ceux des femmes volontaires de la Croix-Rouge. Nous mettons en pratique tous les jours en tant que volontaires. Elle se résume autour de prévenir, alléger les souffrances humanitaires, protéger la vie et la dignité des personnes, mais aussi promouvoir la paix et la cohésion sociale. Dans un contexte où les accidents de circulation et autres urgences humanitaires restent fréquents, l'engagement de ces volontaires contribue à sauver des vies et à limiter les conséquences parfois dramatiques des blessures. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, leur action illustre aussi la place croissante des femmes dans les missions humanitaires et de protection civile. Pour la plaidoyer humanitaire, je joue un rôle de porte-voix pour les personnes vulnérables. Cela implique sensibiliser les autorités partenaires et communautés aux enjeux humanitaires. Ainsi, derrière chaque intervention réussie, il y a souvent l'engagement discret mais déterminant de ces femmes volontaires, un engagement qui mérite d'être reconnu et soutenu car à travers leurs gestes, ce sont des vies qui sont protégées et une culture de secours qui se renforce en République démocratique du Congo. C'est ici que prend fin ce journal magazine de la mi-journée sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi et merci à toute la grande équipe du dimanche. Retrouvez Bobette et Yenga à 20h pour la suite de l'actualité. Compte rendu de la 84e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 27 mars 2026 au gouvernorat de la province du Kwilu à Bandundu-Ville, la 84e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'accélérer la réhabilitation des infrastructures et d'aménagement d'un environnement propice aux investissements dans la province du Kwilu et ses provinces voisines. En marge de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province, dont les travaux ont débuté le 24 mars 2026 à Bandundu-Ville, le président de la République s'est livré, comme à l'accoutumée, à un exercice d'itinérance dans les villes de Bandundu et de Kikwit afin de s'imprégner directement des réalités socio-économiques de cette partie du pays. Au regard des informations recueillies et des observations faites sur le terrain, il a constaté que malgré les importantes potentialités agricoles et économiques dont regorge la province du Kwilu, plusieurs contraintes structurelles continuent d'en freiner le plein essor. Parmi celles-ci figure l'état de dégradation avancée de la route nationale numéro 17 sur les tronçons Mongata-Bandundu, axe stratégique reliant Kinshasa à l'espace du Grand Bandundu, ainsi que la partie allant vers Kikwit. Cette situation entrave la circulation des personnes et des biens, ainsi que l'évacuation des produits agricoles vers les centres de commercialisation et de consommation. Au-delà des infrastructures routières, la transformation de nos infrastructures portuaires en véritable moteur des développements demeure aussi une exigence. À cet égard, le port de Bandundu
constitue un levier stratégique encore sous-exploité, bien qu'il dispose notamment des capacités de stockage à travers 6 silos et qui desservent une vaste zone économique couvrant le Kwilu et les provinces voisines. Cette infrastructure fonctionne aujourd'hui en deçà de son potentiel en raison notamment de la dégradation des quais, du manque d'équipements modernes de manutention et de l'insuffisance d'investissement dans les infrastructures portuaires. Dans le même cadre, il a également pu apprécier le potentiel énergétique de la région à travers l'opérationnalisation historique de la centrale hydroélectrique de Kakobola, dont l'exploitation effective est susceptible de constituer un levier majeur pour le développement économique local, la transformation agricole et l'attraction des investissements privés. Au regard de ce qui précède, le président de la République a instruit, sous la coordination de Madame la Première ministre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les ministres d'État, ministre du Développement rural, ainsi que le ministre des Infrastructures, de procéder sans délai à un état des lieux de la RN17 sur les tronçons Mongata-Bandundu et de proposer les mesures urgentes permettant d'en assurer la réhabilitation et la praticabilité, ainsi que celle des routes et dessertes agricoles de la province. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des communications et des enclavements, est engagé à réhabiliter les infrastructures portuaires et à moderniser les équipements logistiques du port de Bandundu afin d'en faire un hub du transport fluvial et du commerce intérieur. Il a instruit également le ministre des Ressources hydrauliques et électricité d'accélérer les travaux nécessaires à l'assainissement complet du réseau énergétique de Kakobola afin de garantir une desserte régulière, permanente et fiable en électricité au profit des populations et des activités économiques locales. Par ailleurs, il a engagé le gouvernement, tant central que provincial, à mettre en place à travers les ministères sectoriels concernés un dispositif de mesures incitatives, fiscales et administratives, favorisant l'installation d'investisseurs, l'allègement de coûts de l'électricité et le développement d'unités de transformation agricoles et industrielles dans la province du Kwilu et les provinces voisines afin de valoriser les productions locales, structurer les chaînes des valeurs, améliorer les climats des affaires, soutenir l'emploi de jeunes et dynamiser l'économie locale et régionale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de prévenir les risques d'irradiation et de contamination radioactive sur les sites miniers industriels en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la prévention des risques sanitaires et environnementaux liés aux activités minières et industrielles, le président de la République a rappelé qu'à la suite de la pollution des eaux et des sols, ainsi que de la destruction de la faune et de la flore, ayant profondément affecté la vie des habitants du quartier Kassapa dans la commune annexe de Lubumbashi, situation provoquée en 2025 par la société Congo Dongfang Mining, il avait, lors de la communication faite à la 67e réunion du Conseil des ministres du 14 novembre 2025, appelé l'ensemble des exploitants miniers, industriels et autres opérants en République démocratique du Congo au respect strict des normes environnementales en vigueur. À cette occasion, il avait instruit les ministres sectoriels concernés de prendre les mesures appropriées pour renforcer la surveillance, améliorer la coordination et assurer une plus grande rigueur dans l'action des services techniques compétents en vue de prévenir toute récidive de telles catastrophes et de garantir à la fois la sécurité des populations et la préservation du patrimoine naturel national. Or, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a été informé d'une alerte sanitaire urgente relative à des risques d'irradiation et de contamination radioactive signalés sur les sites de la société KCC à Kolwezi dans la province du Lualaba. Une telle situation, si elle devait se confirmer ou se prolonger, pourrait entraîner des conséquences graves pour la santé des populations et pour l'environnement, notamment l'exposition des travailleurs et des riverains
à des radiations dangereuses, l'apparition des maladies graves à moyen et long terme, la contamination durable des sols, des cours d'eau et de la chaîne alimentaire, ainsi que des atteintes profondes à la faune et à la flore. Au-delà de ces impacts sanitaires et écologiques, de tels incidents sont également susceptibles de provoquer des déplacements des populations, des perturbations socio-économiques locales et une atteinte à la crédibilité de notre secteur minier, pourtant appelé à demeurer un moteur essentiel du développement national. Cette situation appelle donc une vigilance accrue et une réaction rapide et coordonnée des autorités compétentes afin de protéger les populations, préserver notre environnement et garantir que les activités minières en République démocratique du Congo s'exercent dans le strict respect des normes sanitaires, environnementales et internationales en vigueur, tout en appréciant les mesures déjà prises par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation sur ce dossier. Il a invité Madame la Première ministre à mettre urgemment en place une commission ad hoc sur pied afin de suivre ces dossiers et d'appuyer les mesures et dispositions sanitaires, environnementales, techniques et scientifiques qui s'imposent, tant pour contenir les risques annoncés sur le site de KCC que pour prévenir toute situation similaire pouvant provenir d'autres exploitants miniers ou industriels sur l'ensemble du territoire national. S'il l'échait, il a recommandé les recours à toute expertise requise afin d'assurer la bonne prise en charge de ce dossier. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur l'urgence de finaliser et d'engager la mise en œuvre du programme conjoint intégré pour la transformation du secteur agricole et du monde rural. Lors de son discours d'orientation, prononcé à l'ouverture de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province, le président de la République a souligné l'urgence de garantir et de renforcer la cohérence des politiques publiques dans les secteurs agricoles, pastoral, halieutique et du développement rural. Ce processus lancé dès 2025 a permis l'élaboration du programme conjoint intégré de transformation du secteur agricole et du monde rural présenté lors de la 59e réunion du Conseil de ministres en septembre 2025. Le chef de l'État a ensuite indiqué que les contributions recueillies lors de cette conférence offrent désormais une base solide pour finaliser ces programmes et en assurer la mise en œuvre effective. En réponse à cette orientation, elle a engagé l'ensemble des ministères concernés, notamment ceux de l'agriculture, du développement rural, de la pêche et de l'élevage, ainsi que d'autres secteurs liés à l'aménagement du territoire, à la recherche scientifique, aux finances, à l'industrie, à l'environnement et à l'énergie, à se mobiliser pour achever les PCITAR. Elle leur a demandé également d'élaborer dans les meilleurs délais une feuille de route réaliste qui guidera les efforts du gouvernement afin de concrétiser la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, l'objectif étant d'assurer un développement rural intégré et une meilleure connexion aux marchés urbains. La livraison de cette feuille de route est attendue pour la mi-mai 2026 afin d'obtenir la validation du Conseil de ministres à la fin du même mois. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, assisté des cellules en charge du développement rural, sera chargé de coordonner cet exercice. La mise en œuvre doit démarrer dès juin 2026 et s'arrimer au processus de la préparation du prochain budget ainsi que la prochaine campagne agricole de 2026-2027. Son cabinet apportera tous les soutiens nécessaires aux ministères impliqués pour garantir la réussite de cette démarche. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'État et à l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué principalement par la tenue des assises de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province dans la ville de Bandundu sous les thèmes « Transformation du secteur agricole, halieutique, pastoral et développement rural, connexion aux marchés urbains,
activité présidée par le président de la République qui séjourne dans la province du Kwilu depuis le 24 mars courant. Toujours dans la province du Kwilu, des foyers de tensions intercommunautaires sur fond des conflits des limites administratives dans certaines localités de la province. Pour y faire face, le ministère de l'Intérieur envisage de mettre à contribution les experts de son administration, notamment le secrétariat général à la décentralisation et celui aux affaires coutumières, ainsi que l'Institut géographique du Congo, pour un travail de terrain avec l'objectif de régler de manière efficace ces litiges. S'agissant du phénomène Mobondo, qui a atteint la province par les territoires frontaliers à la province du Mai-Ndombe, les effets de ces phénomènes ont été neutralisés et il s'observe un calme avec des opérations de reddition en cours. Au chapitre de banditisme et de la criminalité, il a été rapporté qu'une opération de bouclage ciblée effectuée par la police le 24 mars 2026 au quartier Boba, Nduzuambombo et K15 dans la commune de Massina, la ville de Kinshasa s'est soldée par l'interpellation des 66 présumés délinquants Kuluna. Dans le cadre de l'opération Ndobo, des bouclages ciblés ont été menés ce mercredi 25 mars 2026 au quartier cité d'Egem dans la commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, par la police nationale congolaise avec l'appui des éléments de forces armées et des autres services de sécurité. Ceci dans le but de répondre drastiquement contre la criminalité urbaine. Au total, 59 présumés délinquants ont été interpellés, dont 2 femmes. Ces opérations se poursuivent sur plusieurs parties du pays dans le but de mettre fin à la criminalité sur l'étendue du territoire national. Le point a été également fait sur la situation aux frontières ainsi que sur quelques cas de sinistres et catastrophes. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé les membres du Conseil de la nécessité de finaliser les processus de ratification de l'accord de coopération et de sécurité signé entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie par les plénipotentiaires de la police nationale congolaise et celui de la police nationale turque. Son entrée en vigueur, a-t-il martelé, permettra le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de nos unités, la coopération accrue dans la lutte contre le terrorisme et toute forme de criminalité transnationale organisée et le soutien logistique. Il a sollicité l'autorisation de transmission immédiate de l'accord au Parlement pour adoption de la loi de ratification permettant ainsi au président de la République de procéder à sa promulgation. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a brossé la situation opérationnelle du pays, tant dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu que dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté les tableaux épidémiologiques en République démocratique du Congo avec un accent particulier sur le choléra et les Mpox. Au sujet du choléra, à la 11e semaine épidémiologique, la baisse des cas continue et la province du Sud Kivu restant la province la plus affectée. Au sujet du Mpox, au regard de l'évolution positive du dispositif de riposte et de la diminution sensible de cas qui sont aujourd'hui en deçà du seuil, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, va mettre bientôt fin à la riposte épidémiologique. Un communiqué officiel annonçant la fin de l'épidémie du Mpox sera à cet effet publié. Le ministre de la Santé a fini son intervention en informant les conseils de ministres des mesures qui ont été prises contre les médecins ainsi que l'équipe médicale de l'hôpital de Kinkole impliquée dans les cas de violence sur une jeune dame de 17 ans après son accouchement dans la nuit du 23 au 24 mars et vidéo qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Ces actes constituent à la fois une faute médicale, déontologique et morale. Une enquête a été diligentée. En attendant, le ministre de la Santé a décidé de la suspension de toute l'équipe médicale
et leur défèrement au parquet. Il a aussi demandé la radiation définitive du médecin auteur de ces violences inacceptables de l'ordre de médecins. Note d'information relevant du secteur des finances. Le ministre des Finances a informé le Conseil de la mise en œuvre d'un programme accéléré d'investissement pour la modernisation des services douaniers. Il a informé le Conseil sur les axes prioritaires de ces programmes, dont notamment la lutte contre la fraude douanière en dotant les services de la DGDA des équipements de contrôle incluant notamment les scanners des dernières générations, des dispositifs de communication satellitaires, des systèmes de radars à l'effet de minimiser toute forme de menace sécuritaire et ou intrusion dans les systèmes douaniers ainsi que sur tout l'espace de nos frontières. La première phase de ces programmes, chiffrée à 300 millions de dollars, sera financée par un prêt syndiqué par 4 banques commerciales, notamment Equity BCDC, FBN Bank, Standard Bank et EcoBank. Elles ont structuré ces financements avec l'unité de gestion des modernisations de la douane, moyennant l'utilisation de la redevance rémunératoire informatique comme collatéral. La deuxième phase sera structurée avec un partenariat public-privé avec un consortium émirati. Note d'information relevant du secteur des télécommunications. Le ministre de Postes et Télécommunications a informé le Conseil du projet d'appui technique à la sécurité nationale par la connectivité de 145 territoires et la mise en œuvre de numéros d'urgence verts. Il consistera dans sa maturité à équiper et à interconnecter les administrations publiques sur l'étendue de la République, apportant ainsi un appui substantiel et significatif à la sécurité intérieure en rapprochant utilement la haute hiérarchie, l'administration centrale et toutes les entités opérationnelles avec un impact politique, administratif et sécuritaire immédiat. Cette implémentation devra par exemple rendre possible la tenue des réunions de la conférence des gouverneurs à distance, permettre au ministre de l'Intérieur d'instruire plus rapidement toutes les entités administratives et sécuritaires, au ministre de la Défense d'interagir en temps réel avec les différents centres de commandement, afin de rendre les dispositifs de sécurité accessibles aux citoyens et accroître la perception et l'assurance d'une protection évidente auprès de la population. Il a proposé en même temps la mise en œuvre de numéros verts, numéros d'urgence courts et gratuits, pour permettre à la population de joindre plus facilement et rapidement les forces de l'ordre en cas de besoin. Le ministre de Postes et Télécommunications a rassuré avoir obtenu du régulateur et des opérateurs des télécommunications de rendre disponibles et opérationnels ces numéros verts dans une première phase pour la ville de Kinshasa au titre de projet pilote, puis sur toute l'étendue de la République. À cet effet, 2 numéros verts d'intérêt général, le 126 et le 164, ont été attribués à son ministère, qu'il met immédiatement à la disposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relevant du secteur de la culture. La ministre de la Culture a informé le Conseil de la tenue à Lubumbashi du 10 au 12 avril 2026 du festival Amani. Cette délocalisation du fait de l'occupation de Goma par des forces d'agression constitue un acte de résistance contre cette occupation. Ces grands rendez-vous culturels des références constituent un moment fort qui permet aux artistes congolais et à ceux venus d'ailleurs de passer un message fort de résilience et d'unité. Il est donc important pour le gouvernement de marquer son soutien à cette initiative comme des traditions qui constituent un moment de rayonnement culturel et de communion pour les jeunes de notre pays. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 83e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 20 mars 2026. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 2 textes ont été soumis à l'examen du Conseil.
Le premier, il s'agit du projet de décret présenté par le ministre de Postes et de Télécommunications assurant l'intérim du ministre de Mines, qui a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 11/28 du 7 juin 2021 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Centre d'expertise, d'évaluation, des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CESC. En effet, cette modification trouve son fondement dans la révision du Code minier intervenue en 2018. La dite révision a vu l'insertion d'une définition cohérente et complète de la notion des certifications au travers du point 9 quater de l'article 1er comme un ensemble des mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les caractéristiques physiques et ou chimiques, l'origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaîne d'approvisionnement. D'où la nécessité d'actualiser les statuts du centre en vue de lui permettre d'accomplir pleinement les assignations qui y sont contenues, notamment en ce qui concerne la détermination de la nature, des caractéristiques physiques et ou chimiques de l'ensemble des substances minérales. Cette nécessité vise également la mise en cohérence de la qualité de l'autorité des certifications, préalablement reconnue au centre par les biais de son directeur général, et son rôle dans la mise en œuvre de la définition de la certification qui a conduit à l'adjonction de cette qualité à la dénomination sociale du centre. Enfin, ces textes fait du CESC le répondant dans la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux et internationaux de traçabilité et certification des substances minérales produites en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Dernier texte soumis à l'examen du Conseil des ministres, projet de loi. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi relatif à la mise en œuvre du projet Grand Inga. En plus d'être un texte technique, il est une garantie de souveraineté parce qu'il protège un actif stratégique national et en organise la maîtrise par l'État. Il promeut la modernisation parce qu'il adapte notre droit à la réalité d'un projet hors norme. Il est également un texte qui assure une transformation économique parce qu'il ouvre la voie à l'industrialisation, à l'élargissement de l'accès à l'électricité, à la création des richesses et à l'accroissement des recettes publiques. C'est aussi un texte de justice territoriale et sociale parce qu'il prend en compte les populations locales et les exigences environnementales. Enfin, ces textes consacrent les rayonnements internationaux parce qu'ils placent la République démocratique du Congo au cœur des grands équilibres énergétiques du continent africain. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a précisé que l'adoption de ces textes enverra un signal politique fort, celui d'un État qui assume sa vision, qui se dote des instruments de sa puissance, qui sécurise l'investissement sans abdiquer sur sa souveraineté, qui choisit de faire du Grand Inga non pas une promesse perpétuellement différée, mais une priorité nationale structurée par le droit, portée par les institutions et orientée vers l'intérêt supérieur de la nation. Après débat et délibération, ces projets de loi a été adopté moyennant amendement. Commencé à 12h57, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14h36. Je vous remercie. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos des dernières minutes sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans.
la pointe du Congo central aux montagnes du Grand Kivu, du cœur de la capitale aux stations de nos provinces. Elles sont derrière la caméra, derrière le micro, à la régie, dans l'administration ou sur le terrain. Elles éclairent la nation de leur savoir-faire. Durant tout ce mois de mars dédié à la femme, la RTNC met en lumière ses propres héroïnes à travers sa nouvelle capsule RTNC au féminin. Une rencontre quotidienne entre nos talents de Kinshasa, nos perles de l'intérieur, avec vous, téléspectateurs et auditeurs de la RTNC. À la RTNC, le professionnalisme n'a pas de genre, mais il a un visage, celui de la femme congolaise. RTNC au féminin pour célébrer les femmes de la voix du peuple. Je suis là comme journaliste, je peux le dire. Je fais la collecte des informations, je traite puis je diffuse des informations. Mon arrivée ici n'a pas été facile, vu que je quittais fraîchement l'école classique où j'ai fini ma licence en 2016. Quittant de là, c'était au mois de novembre que je finis et arrivé ici fraîchement, c'était novembre-décembre que j'ai commencé ici à la collaboration tout d'abord. Cette même année 2016, mettre ce qu'on nous enseignait